Jacques Riis se débat avec ses clés, l'épuisement dû à ses 36 heures de travail rendait même cette simple tâche difficile. Finalement, la serrure a cédé et il a trébuché dans le silence de sa maison. Le calme est un contraste saisissant avec le chaos qu'il a laissé derrière lui aux urgences. Les yeux fermés, il s'est appuyé contre la porte, se remémorant les victoires de la journée. La transplantation cardiaque subie par Madame Johnson s'était déroulée sans problème, et le petit Timmy allait remarcher après ce terrible accident de voiture. Jacques s'autorise un petit sourire. Des journées comme celle-ci font que les longues heures de travail en valent la peine. Ouvrant les yeux, il jeta un coup d'œil à l'entrée. Son regard se posa sur le sac à dos de sa fille, jeté négligemment sur le sol. Il laissa échapper un soupir chaleureux et marmonna, « Émilie, quand apprendras-tu à le ranger ?» Son dos protesta lorsqu'il se pencha pour ramasser le sac, mais il se laissa aller à l'inconfort. Lorsqu'il souleva le sac, un petit livre relié en cuir en sortit et atterrit doucement sur le sol. Jacques se figea, le reconnaissant instantanément, le carnet de notes d'Émilie. Il le fixa, troublé, tandis que la loi scout qu'il avait apprise dès l'enfance résonnait dans son esprit. Digne de confiance. Loyal. Il murmura à la maison vide, « Je ne devrais pas », mais sa main se tendit vers le livre, un sentiment lancinant le rongeant, quelque chose qu'il n'arrivait pas à situer. C'était une intuition de médecin. Les doigts tremblants, il ouvre le journal. Au début, il s'est contenté de parcourir les pages, notant l'écriture soignée de sa fille. Mais une phrase attire son attention, et son sang se glace, « Le deuxième papa m'a emmené à la foire scientifique. Il était si fier quand j'ai gagné la première place. J'aurais aimé que papa soit là, mais je sais qu'il est très occupé à l'hôpital. » Jacques relut le passage plusieurs fois, les mots « deuxième papa » diminuant à chaque fois, le narguant. « C'est quoi ce bordel ?» murmure-t-il, l'esprit en ébullition. Un oncle? Un ami de la famille? Mais non, Émilie aurait utilisé ces mots. C'était différent, intentionnel. Il feuilleta d'autres pages, son cœur battant furieusement contre ses côtes. D'autres mentions de cet homme mystérieux apparurent. Deuxième papa m'a aidé en maths. Après mon rendez-vous chez le dentiste, second papa m'a acheté une glace. Les mains de Jacques commencent à trembler, une sueur froide se forme sur son front. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Comment avait-il pu manquer cela? Une voiture s'arrêtant dans l'allée le ramène à la réalité. Résolu, il referme le journal. Plus de secrets. Plus de mensonges. Il était temps d'obtenir des réponses. Jacques se redressa les épaules et attendit que la clé de Sarah tourne dans la serrure. Le journal était lourd dans sa main, une preuve accablante. La porte s'ouvrit et Sarah entra, son visage s'illuminant en le voyant. « Jacques, tu rentres tôt. » Son sourire s'effaça lorsqu'elle remarqua son expression et le journal qu'il tenait dans sa main. La couleur de son visage s'est éteinte. « Il faut qu'on parle, » dit Jacques, la voix posée malgré la fureur qui bouillonnait en lui. Le sac de Sarah glissa de son épaule et tomba sur le sol avec un bruit sourd. « Jacques, laisse-moi t'expliquer, » balbutia-t-elle. Mais Jacques lui coupa la parole, son ton étant d'un calme glacial. Il brandit le journal. « Qui est le deuxième papa, Sarah ?» La bouche de Sarah s'ouvre et se ferme, sans qu'aucun son ne s'échappe. Elle cherche de l'air comme un poisson hors de l'eau. La voix de Jacques est posée, masquant la douleur qui l'habite. « Ma fille a appelé un autre homme, papa, derrière mon dos. Ma femme m'a, je crois, menti. Est-ce que je me trompe, Sarah ?» Les épaules de Sarah s'affaissent, la défaite se lit sur toutes les lignes de son corps. « Il s'appelle Alan, » murmure-t-elle, à peine audible. « Alan Blackwood. C'était, mon professeur à l'université. » Jacques eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. La pièce tourna autour de lui et il dut se caler contre le mur. « Combien de temps ?» demanda-t-il, redoutant la réponse. Ses yeux rencontrèrent les siens, avec un mélange de culpabilité et de défi. 10 ans. Jacques sentit les mots le frapper comme un coup physique. 10 ans, une décennie entière de mensonges et de trahison. Il essaya de parler, mais les mots lui manquèrent. Que pouvait-il dire face à une telle trahison? Sarah fait un pas vers lui, la main tendue. « S'il te plaît, Jacques, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Jacques recula, sa voix dégoulinant d'amertume. « Ce n'est pas ce que je pense, » cracha-t-il, son sang-froid se fissurant enfin. « Qu'est-ce que je suis censé penser, Sarah? Que cela fait 10 ans que tu organises des goûters avec ton ancien professeur. Et que tu as oublié de me le dire. » À ces mots, Sarah tressaillit. « Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. C'est juste, arrivé. » Jacques laisse échapper un rire amer. « Ces choses-là n'arrivent pas par hasard, Sarah. Tu as fait des choix. Chaque fois que tu es allé le voir,
chaque mensonge que tu m'as dit, chaque fois que tu as laissé notre fille l'appeler « papa », tu as choisi. Leur confrontation tendue est interrompue par l'ouverture de la porte d'entrée. Margaret, la mère de Jacques, entre, les bras chargés de courses. Son sourire s'est figé lorsqu'elle a vu la scène qui s'offrait à elle. Jacques? Sarah? Que se passe-t-il? Jacques saisit l'éclair de culpabilité qui traversa son visage et se tourna vers elle, les pièces se mettant en place. Tu savais, dit-il, la voix chargée d'incrédulité et de ressentiment. Margaret posa les courses, ses mains tremblant légèrement. Jacques, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi, maman? La voix de Jacques s'élève, emplissant la petite entrée. Que tu l'as couverte. Que tu m'as menti à moi aussi? Les larmes coulent sur le visage de Margaret qui acquiesce, incapable de parler. Jacques laissa échapper un rire creux et sans humour. Depuis combien de temps le sais-tu? Depuis combien de temps? Quelques années, murmura Margaret, à peine audible. J'ai pensé que si je l'ignorais, il disparaîtrait. Je voulais protéger la famille. Jacques secoue la tête avec dégoût. Protéger la famille? En me mentant? En laissant ma fille appeler un autre homme « papa » Sarah s'est rapprochée de lui, lui tendant à nouveau la main. Jacques, s'il te plaît, parlons-en. Nous pouvons y remédier. Pour le bien d'Émilie, si rien d'autre n'est fait. Jacques s'éloigne de son contact. Une liaison de 10 ans n'est pas une erreur, Sarah. C'est un choix que tu as fait chaque jour. Il se tourna vers Margaret, la voix froide. Et toi, tu étais censée être ma mère. Comment as-tu pu me cacher cela? Les larmes de Margaret coulaient librement maintenant. Je suis tellement désolé, Jacques. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Je ne voulais pas que notre famille soit déchirée. La voix de Jacques était empreinte de colère et de déchirement. Eh bien, maman, félicitations. Tu as fait un travail fantastique. Notre famille n'est pas déchirée, elle a été détruite. Jacques les dépasse tous les deux et se dirige vers les escaliers. Il avait besoin d'être seul, de digérer la trahison qui semblait s'infiltrer dans chaque partie de sa vie. Jacques, attends, l'appela Sarah. Où vas-tu? Il faut qu'on en parle. Jacques s'arrêta sur les marches mais ne se retourna pas. Je vais voir notre fille, la seule personne dans cette maison qui ne m'a pas menti pendant des années. Sa voix était froide, distante et dépourvue de sentiments. Contrairement à vous deux, je ne peux même pas vous regarder en ce moment. Il ne ressentait rien en montant les escaliers, malgré les sanglots étouffés de Sarah et les tentatives de sa mère pour la réconforter. Le choc était encore trop frais, la trahison trop profonde. Il se demandait s'il serait un jour capable de ressentir à nouveau quelque chose pour eux. Dans les jours qui suivent, le monde de Jacques s'écroule autour de lui. Il s'est lancé dans son travail avec une concentration sans faille, enchaînant les interventions chirurgicales. La salle d'opération est devenue son sanctuaire, le seul endroit épargné par l'agitation de sa vie personnelle. Ses collègues ont remarqué le changement, son attitude habituellement chaleureuse a été remplacée par une résolution plus dure et plus ferme. Il l'attribue à son célèbre dévouement, ignorant la tempête qui se prépare sous son apparence calme. Après sa 3e garde consécutive, le docteur Thompson, chef du service de chirurgie, l'arrête dans le couloir. « Jacques, vous êtes ici depuis 72 heures d'affilée. Rentrez chez vous et reposez-vous. » Jacques répond, « Je vais bien, monsieur », avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Il y a toujours plus à faire. Les sourcils du docteur Thompson se froncent, l'inquiétude se lit sur son visage. « J'apprécie votre engagement, mais si vous êtes épuisé, vous n'êtes pas bon pour vos patients. Allez vous reposer. » Jacques acquiesça, sachant qu'il n'avait pas la possibilité de discuter. Mais l'idée de rentrer chez lui le remplit d'effroi, la maison ressemblait désormais à un champ de bataille, pas à un sanctuaire. Alors qu'il rentrait chez lui, son esprit se remplissait d'effroi à l'idée des confrontations qui l'attendaient. Sarah avait essayé de lui parler, de justifier ses actes. Mais comment peut-on rationaliser 10 ans de tromperie? Prenant son courage à 2 mains, il s'engagea dans l'allée. Dès qu'il franchit la porte, Sarah est là, les yeux rougis par les pleurs. « Jacques, s'il te plaît, » commence-t-elle, la voix tendue. « Il faut qu'on en parle. Je sais que ce que j'ai fait est horrible, mais tu dois comprendre. » Comprendre? Le regard de Jacques est glacial. « Tu as choisi de coucher avec ton professeur? De le laisser jouer le rôle de père pour notre fille? Dis-moi, Sarah, comment suis-je censé comprendre cela? » Sarah grimace à ces mots. « Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. C'est juste, arrivé. Alan était là quand tu ne l'étais pas. Il m'a écouté, il s'est soucié de moi. » La voix de Jacques s'élève avec colère. « Et pas moi. Je sauvais des vies, Sarah, je subvenais aux besoins de notre famille. Pendant ce temps,
Tu jouais les familles heureuses avec lui? Le visage de Sarah se déforme sous l'effet de la douleur. Jacques, ce n'était pas comme ça. Je t'aime. Alan était une erreur, une terrible erreur. Jacques secoue la tête avec dégoût. Oublier le lait est une erreur, Sarah. Arriver en retard à une réservation pour un dîner, c'est une erreur. Ce que tu as fait, c'était un choix. Un choix que tu as fait tous les jours pendant 10 ans. Il l'a dépassé et s'est dirigé vers l'étage. Il avait besoin de voir Émilie, la seule personne qui ne l'avait pas trahi. Émilie était assise seule dans sa chambre, les yeux rouges d'avoir pleuré. Cette vision brisa le cœur de Jacques. Dans tout ce chaos, il ne s'était pas arrêté pour penser à la façon dont cela l'affectait. S'asseyant à côté d'elle sur le lit, il lui dit doucement, « Chérie, tu vas bien ?» La lèvre inférieure d'Émilie tremble. « Papa, c'est ma faute? Parce que j'ai parlé de lui dans mon journal ?» Jacques la serra dans ses bras, ses propres yeux piquants sous l'effet des larmes non versées. « Non, chérie, rien de tout cela n'est de ta faute. Tu m'entends? Il s'agit de choix faits par des adultes. Tu n'as rien fait de mal. » Émilie s'accroche à lui, son petit corps tremblant de sanglots. « Je suis désolé, papa. Je suis vraiment désolé. Maman a toujours dit qu'il serait heureux que je l'appelle papa. » Jacques garda sa voix douce, même si sa mâchoire se serra à ces mots. « Émilie, tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. Les adultes dans ta vie, c'est nous qui avons fait une erreur, et nous allons arranger ça d'une manière ou d'une autre. » Lorsque les larmes d'Émilie se sont enfin calmées, Jacques a retrouvé sa détermination. Pour l'amour d'Émilie, il s'en sortira. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il savait une chose, il ferait tout ce qu'il fallait pour protéger sa fille des conséquences de cette trahison. Ce soir-là, alors que Jacques est assis dans son bureau, essayant de donner un sens au naufrage qu'est devenu sa vie, son téléphone sonne. Il hésite avant de répondre, c'est un numéro inconnu. Allô, Jacques Reeves à l'appareil. La voix au bout du fil était douce, presque condescendante. Ici Alan Blackwood. Jacques resserra sa prise sur le téléphone, ses jointures devenant blanches. Le ton de Blackwood était d'un calme déconcertant. Je pense qu'il est temps d'aborder cette situation en gentleman, n'est-ce pas? La mâchoire de Jacques se serra si fort qu'il crut que ses dents allaient craquer. Qu'est-ce que vous voulez, réussit-il à dire. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de discuter calmement de cette affaire? La voix de Blackwood était exaspérément calme, comme s'il discutait du temps qu'il fait. La voix de Jacques était d'acier. Très bien. Dites-nous où et quand. Alors qu'il raccrochait, son esprit formulait déjà un plan. L'affaire n'était pas terminée, loin s'en faut. Blackwood pensait peut-être avoir le dessus, mais Jacques ne faisait que commencer. Il allait protéger sa fille, sauver ce qui restait de sa famille et s'assurer que Blackwood paye pour son rôle dans cette trahison. Des jours incertains l'attendent, remplis de défis qu'il n'avait jamais anticipés. Mais Jacques Reeves n'est pas étranger aux difficultés. Chaque jour, il se bat pour sauver des vies dans la salle d'opération. Aujourd'hui, il doit se battre pour sa fille, sa famille et sa propre identité. Alors que Jacques regarde le soleil couchant par la fenêtre, un calme inattendu l'envahit. La tempête d'émotions qui s'était déchaînée en lui pendant des jours s'est transformée en une détermination sans faille. Quoi qu'il advienne, il l'affrontera de plein fouet. Il était le docteur Jacques Reeves, et il ne reculerait pas devant un combat. L'air nocturne est percé par les sirènes des ambulances qui s'approchent de l'hôpital général du comté. Le docteur Jacques Reeves se tient devant les portes de la salle d'urgence, un masque de détermination sur le visage. L'appel avait été reçu il y a 15 minutes. Un énorme carambolage de plusieurs voitures sur l'autoroute, avec des blessés graves. Tout le monde doit être sur le pont. Alors que la première ambulance s'arrête en hurlant, l'esprit de Jacques se concentre comme un laser. Le chaos de sa vie personnelle est passé au second plan. Pour l'instant, il était le docteur Reeves, chirurgien traumatologue. Et rien d'autre ne comptait. Qu'est-ce qu'on a? Aboya Jacques alors que les ambulanciers se précipitaient vers lui avec le premier brancard. Homme, la trentaine, traumatisme crânien important et possible hémorragie interne, dit l'un des secouristes en se détachant rapidement. La tension chute rapidement. Jacques a fait rouler le patient à l'intérieur, ses mains bougeant automatiquement tandis qu'il évaluait les blessures de l'homme. Bipez le docteur Sanderson pour une consultation neurologique, ordonne-t-il. Au cours des heures suivantes, il est devenu un tourbillon d'activité, passant d'un patient critique à un autre. Il exécutait des procédures complexes et prenait des décisions en une fraction de seconde qui sauvaient des vies. La sueur coule sur le front de Jacques alors qu'il travaille jusqu'au coude dans la cage thoracique d'un patient. Aspiration, ordonne-t-il, la voix posée dans une atmosphère tendue. Nous avons une hémorragie. Pendant un bref instant, il pensa à Sarah et à la trahison qui avait brisé son monde, mais il repoussa cette pensée,
se concentrant à nouveau sur la tâche à accomplir. Il pouvait peut-être sauver cette vie, mais son mariage était irrécupérable. Les heures se confondent tandis que Jacques passe d'une urgence à l'autre, son endurance et sa concentration sans faille suscitant des murmures d'admiration de la part des infirmières. Mais il n'y prête guère attention. C'est pour cela qu'il est né. Il vivait pour ces moments, où ses compétences pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Alors que la crise immédiate commence à s'estomper, Jacques quitte la salle d'opération et enlève ses gants ensanglantés. Roulant des épaules, il sent la fatigue l'envahir, mais sait que le repos devra attendre. Il s'apprête à se rendre au cas suivant lorsqu'une silhouette familière dans le couloir l'arrête dans son élan. Le docteur Alan Blackwood discutait avec un autre médecin, comme s'il avait le droit d'être là, comme s'il n'avait pas déchiré une famille. De l'autre côté des urgences, leurs regards se sont croisés. Le sang de Jacques se mit à bouillir lorsqu'il remarqua le léger sourire sur les lèvres de Blackwood, une démonstration d'arrogance. Les poings de Jacques se serrèrent le long de son corps, l'envie d'effacer cette expression de suffisance du visage de Blackwood le submergea. Pendant une fraction de seconde, il s'imagina traverser la pièce, saisir Blackwood par le col et le plaquer contre le mur. L'idée que le nez de l'homme s'écrase sous son poing était presque satisfaisante. Puis, la voix d'une infirmière vint briser ce sombre fantasme. « Docteur Reeves, nous avons besoin de vous dans la chambre 4. C'est urgent. » Jacques cligna des yeux, la brume rouge se dissipant. Il prit une profonde inspiration et desserra ses mains. Jetant un dernier regard froid à Blackwood, il se retourna et se dirigea vers la salle 4. Sa vie était consacrée à sauver les autres, Blackwood pouvait attendre. Se préparant à une nouvelle opération, Jacques se força à se concentrer, mettant de côté la douleur, la trahison et la colère. Il se concentre sur son travail. C'était le seul domaine qu'il pouvait contrôler. Quelques heures plus tard, alors que l'aube commençait à zébrer le ciel, Jacques sortit de la salle d'opération. La crise est enfin terminée. Ils ont perdu 2 patients, mais beaucoup d'autres ont été sauvés. C'est une victoire douce amère. Alors qu'il se dirige vers les vestiaires, Jacques entend son nom être appelé. « Docteur Reeves, puis-je vous dire un mot ?» C'était le docteur Harrison, l'administrateur de l'hôpital, qui lui faisait signe d'entrer dans son bureau. Jacques le suit, trop épuisé pour faire semblant. « Vous avez fait du bon travail ce soir », commence le docteur Harrison, le ton sincère. « Vous avez sauvé beaucoup de vies. » Jacques acquiesce, trop épuisé pour une fausse modestie. « Je ne faisais que mon travail. » À propos de ça. Le docteur Harrison hésite, un air sombre sur le visage. « Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. Le conseil d'administration a décidé que nous devions supprimer un poste de chirurgien principal en raison de contraintes budgétaires. » Un poids froid s'installe dans l'estomac de Jacques. Après tout ce qu'il avait vécu ces derniers jours, voilà que cela se produisait. « Je vois, » répond-il, le ton neutre. « Et je suis sur le bio ?» Le docteur Harrison soupire et écarte les mains, impuissant. Aucune décision n'a encore été prise. Je voulais juste vous mettre au courant. Le conseil d'administration passera en revue l'ensemble du personnel de direction la semaine prochaine. Je vous suggère de vous préparer à faire valoir votre point de vue. Jacques acquiesce, l'esprit en ébullition. Sa vie personnelle était un véritable gâchis, et maintenant, c'était sa carrière qui était en jeu. Mais il était le docteur Jacques Reeves. Il ne reculerait pas devant un combat. Se levant pour partir, il se contenta de dire « Merci de m'avoir mis au courant ». En sortant du bureau du docteur Harrison, la fatigue se mêle à une détermination renouvelée. Il était acculé, tant sur le plan personnel que professionnel, mais il n'abandonnait pas sans se battre. Plus tard dans la soirée, le parc était calme, les derniers rayons du soleil projetant de longues ombres sur l'herbe. Jacques s'assit avec raideur sur un banc, le regard fixé droit devant lui. Il consulta sa montre pour la 3e fois. Blackwood était en retard, bien sûr, comme s'il avait été convoqué par l'irritation croissante de Jacques. Une silhouette apparut sur le chemin, marchant tranquillement comme si elle était sortie pour une promenade nocturne plutôt que pour un affrontement. Les cheveux argentés du docteur Alan Blackwood se détachaient de la lumière déclinante à mesure qu'il s'approchait. La mâchoire de Jacques se serra devant l'attitude décontractée et supérieure de Blackwood. Il se força à rester immobile, calme en apparence. Blackwood ne serait jamais satisfait s'il perdait le contrôle. « Jacques, mon garçon », le salua Blackwood, la voix dégoulinante de condescendance. « C'est très gentil à vous de me rencontrer. Belle soirée, n'est-ce pas ?» Jacques lui fit signe de s'asseoir sans répondre. Blackwood se laissa tomber sur le banc, lissant soigneusement son manteau de luxe. Il commença par un sourire de pitié, « Je pense qu'il est temps que nous discutions de cela en gentleman, n'est-ce pas ?» Jacques ne dit rien, son regard est dur et il observe Blackwood. Laissons cet homme creuser sa propre tombe.
Votre colère est compréhensible, bien sûr, poursuivit Blackwood, apparemment insensible au silence de Jacques. Mais objectivement, il y a un moyen pour nous tous de tirer profit de cette situation. Jacques ne réagit que par un haussement de sourcils. Tirer profit? De la liaison de sa femme? De la destruction de sa famille? Il était presque curieux de voir comment Blackwood allait tourner cela. Sarah et Emily ont besoin de stabilité. J'ai été là pour elles, Jacques. Depuis longtemps maintenant. Et soyons francs, vous êtes souvent absent, accaparé par votre travail. Ils ont besoin de cohérence dans leur vie. Les mains de Jacques se recroquevillèrent en point, ses jointures blanchissant à mesure qu'il luttait pour garder le contrôle. Il ne dit rien, observant Blackwood qui se penchait vers lui. Ce que je propose, dit Blackwood, la voix basse, c'est un arrangement. Je peux toujours être là pour Sarah et Emily quand tu n'es pas là. Pensez Y comme un système de soutien, pour vous et votre famille. Jacques fut momentanément abasourdi par l'audace de la proposition. Il ressentit une poussée de rage qui faillit l'étouffer. Mais quelque chose a changé en lui. La colère ardente se refroidit, se cristallisant en une détermination dure et claire. Lorsque Jacques prit enfin la parole, sa voix était basse et posée. Sous son ton posé, la voix de Jacques contenait une pointe d'acier. Un arrangement, répéta-t-il en goûtant le mot. Alan, c'est une suggestion intéressante. Blackwood acquiesça, l'air soulagé, pensant manifestement que Jacques était en train de changer d'avis. La voix de Jacques reste dangereusement douce lorsqu'il poursuit, permettez-moi de proposer mon propre arrangement. Voici ce qui va se passer, tu vas partir. Tu vas disparaître complètement de Sarah, d'Emily, de la vie de ma famille. Tu disparaîtras si complètement que ce sera comme si tu n'avais jamais existé. Le sourire arrogant de Blackwood vacille. Jacques, sois raisonnable. Je n'ai pas fini, interrompit Jacques, sa voix ne laissant aucune place au débat. Si vous ne le faites pas, je vous détruirai. Je porterai votre affaire devant le comité d'éthique de l'université. J'apporterai la preuve de votre relation inappropriée avec une étudiante. Oui, Alan, j'ai des preuves. Et je ferai en sorte que votre carrière universitaire se termine dans le déshonneur. Le visage de Blackwood s'est vidé de ses couleurs lorsque Jacques a exposé son plan. L'assurance de l'homme s'effondra, remplacée par un sentiment de peur naissant. Vous ne pouvez pas, balbutia Blackwood. Je peux et je vais le faire, à moins que vous ne fassiez exactement ce que j'ai dit. La bouche de Blackwood s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il cherchait de l'air, comme un poisson hors de l'eau. Mais, Sarah, Emily, elles ont besoin de moi, finit-il par bafouiller. Debout, Jacques domine l'homme. Sa voix était glaciale. Ce dont ils ont besoin, c'est que tu disparaisses. Il y a eu assez de dégâts. Tournant le talon, Jacques s'éloigna à grands pas, laissant derrière lui les supplications et les menaces de Blackwood. Il ne se retourna pas, il n'en avait pas besoin. Il savait qu'il avait gagné cette manche. En quittant le parc, Jacques se sentait soulagé d'un poids. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert la trahison de Sarah, il se sentait maître de la situation. Blackwood pensait avoir toutes les cartes en main, mais Jacques venait de lui montrer le contraire. Il était maintenant temps de se concentrer sur sa prochaine bataille, son poste à l'hôpital. Il serait damné s'il la perdait aussi. S'armant de courage, Jacques rentra chez lui pour se préparer au combat qui l'attendait. La salle de réunion est silencieuse lorsque Jacques Reeves monte sur le podium. Les membres de la commission d'examen sont assis en demi-cercle devant lui, leurs visages sont neutres mais leurs yeux sont très observateurs. Jacques sent le poids de leur examen et les enjeux non exprimés qui pèsent sur lui. Prenant une profonde inspiration, il se recentre sur lui-même. Il avait passé la semaine dernière à étudier les dossiers de l'hôpital, à analyser les rapports d'efficacité et à élaborer une stratégie qui permettrait non seulement de sauver sa carrière, mais aussi de revitaliser les urgences. Mesdames et messieurs du conseil d'administration, commença-t-il d'une voix calme et assurée, je suis ici non seulement pour défendre ma position, mais aussi pour proposer une vision d'avenir pour notre service des urgences. Au fur et à mesure qu'il parlait, Jacques a vu l'expression des membres du conseil passer d'un intérêt poli à un véritable engagement. Son plan global visant à améliorer l'efficacité du service des urgences et à réduire les coûts a permis de dresser le tableau d'un service des urgences à la pointe de la technologie, qui établirait de nouvelles normes en matière de soins aux patients. En mettant en œuvre ces changements, poursuit Jacques en faisant défiler des diapositives méticuleusement préparées, nous pouvons réduire les temps d'attente de 30%, augmenter la satisfaction des patients de 25% et, surtout, sauver davantage de vies. Il remarque que l'administrateur de l'hôpital, le Dr Harrison, se penche vers l'avant et fronce les sourcils. D'autres membres du conseil d'administration prenaient des notes et approuvaient d'un signe de tête les points qu'il venait d'exposer. À chaque mot, Jacques sent sa confiance grandir.
Il ne se contentait pas de se défendre, il proposait une transformation de l'ensemble du service des urgences. Jacques conclut, la voix ferme et convaincue, je crois qu'en adoptant ces politiques, nous pourrons non seulement survivre à la crise budgétaire actuelle, mais aussi en sortir plus fort, plus efficace et mieux préparé à servir notre communauté. Je vous remercie. Alors qu'il termine, un murmure s'élève parmi les membres du conseil d'administration. Le docteur Harrison ouvrait la bouche, probablement pour commencer à poser des questions, lorsqu'une alerte brutale a retenti dans la salle. Urgence, code bleu, dit une voix dans l'interphone. Jacques se tourne vers le conseil. Je suis désolé, mais on a besoin de moi en bas. Des vies sont en jeu, sans attendre de réponse, il s'élance vers les urgences. Les membres du conseil le suivent, intrigués. En entrant dans la salle d'urgence, Jacques découvre le chaos. Les infirmières se pressent autour d'un patient sur un brancard qui a des convulsions. Quelle est la situation? Aboie-t-il en se dirigeant rapidement vers le patient. Homme, la cinquantaine, arrêt cardiaque, répond une infirmière. 10 minutes de réanimation, aucune réaction. L'esprit de Jacques s'emballe et évalue rapidement la situation. Il ordonne d'aller chercher le défibrillateur, tout en commençant les compressions. Il est vaguement conscient que les membres du conseil d'administration l'observent depuis la porte, mais il se concentre sur le patient. Rien d'autre ne comptait. Il appela « dégagé » et appliqua les palettes du défibrillateur. Le corps du patient tressaillit, mais le moniteur resta immobile. Il continue les compressions, les bras tendus, la sueur coulant sur son visage. « Allez, ne m'abandonnez pas maintenant », murmure-t-il. Les minutes passèrent, comme des heures. Les muscles de Jacques sont endoloris par les compressions incessantes, mais il ne s'arrête pas. Il appela de nouveau « dégagé » et administra un autre choc. Pendant une fraction de seconde, il ne se passa rien, puis, miraculeusement, le moniteur émit un bip. Un rythme faible mais régulier s'affiche à l'écran. « Nous avons un pouls », annonce Jacques, la voix lourde de soulagement. « Emmenez-le aux soins intensifs, immédiatement. » Alors que les infirmières emmenaient le patient, Jacques se retourna et découvrit que l'ensemble du comité d'examen le fixait, avec une expression mêlée de crainte et de respect. Le docteur Harrison s'est avancé, un rare sourire se dessinant sur son visage habituellement sévère. « Je pense que nous avons vu tout ce que nous devions voir », a-t-il déclaré. « En fait, si vous êtes d'accord, nous aimerions vous offrir le poste de chef du service de chirurgie d'urgence. » Jacques cligna des yeux, les mots s'imposant lentement dans le brouillard de l'adrénaline. « Je... Merci, monsieur », réussit-il à dire. « J'en serais honoré. » Lorsque la nouvelle s'est répandue dans l'hôpital, Jacques a été assailli par des collègues qui le félicitaient. Les infirmières lui tapent dans le dos et les médecins lui serrent la main. Pour la première fois depuis longtemps, Jacques ressent un élan de fierté et d'accomplissement. Pourtant, alors même qu'il accepte les éloges, son esprit se tourne déjà vers l'avenir. Il avait assuré son avenir professionnel, mais il restait encore du travail à faire. Sa vie personnelle est toujours en désordre, et il n'a pas l'intention de pardonner à Blackwood ou à Sarah. La tête de Jacques était déjà en train de préparer sa prochaine action alors qu'il se dirigeait vers son bureau pour se changer de sa blouse trempée de sueur. Jack Reeves n'en était qu'à ses débuts et la guerre était loin d'être terminée, mais il avait gagné un combat. Jacques était assis dans son bureau mal éclairé, entouré de dossiers et de papiers. Son visage était éclairé par l'écran de son ordinateur portable, projetant des ombres qui soulignaient les lignes de fatigue qui y étaient gravées. Se frottant les yeux, brouillé par des heures de lecture de mails et de documents financiers, il marqua une pause. 3 semaines s'étaient écoulées depuis sa rencontre avec Blackwood au parc, 3 semaines de soirées agitées et de journées rythmées par le café. Mais Jacques n'était rien si ce n'est méthodique. Il construirait son argumentation brique par brique, sans jamais sauter une étape. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. À la 2e sonnerie, une voix rauque de Daniel S. Investigation répondit. « C'est Reeves », répondit Jacques, la voix basse. « Des nouvelles ? » « Très bien, Doc », répondit l'enquêteur. « J'ai quelque chose de bon pour vous. Hier, le professeur et votre femme se sont retrouvés. J'ai tout filmé cette fois. » La mâchoire de Jacques se serre. Il continuait à se voir, même après qu'il ait prévenu Blackwood de rester à l'écart. « Envoyez-moi tout », dit-il d'un ton tranchant. Alors qu'il raccrochait, le regard de Jacques se posa sur une photo encadrée sur son bureau. Elle datait d'une époque plus heureuse, lui, Sarah et Emily à la plage, tout sourire et le nez brûlé par le soleil. Avec un lourd soupir, il tourna le cadre vers le bas. Jacques retourna à son ordinateur portable et reprit l'étude des documents financiers qu'il avait rassemblés. Les factures de cartes de crédit, les virements bancaires et les reçus que Sarah avait négligemment laissés derrière elle racontaient une histoire accablante.
Chaque dépense était une preuve en noir et blanc de sa liaison avec Blackwood, chambre d'hôtel, dîner coûteux, cadeau dont Jack savait maintenant qu'il ne lui était pas destiné. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était aussi une question de trahison. Jack avait commencé à contacter discrètement les anciens élèves de Blackwood, et la tendance inquiétante qui s'en dégageait peignait un tableau sombre. Blackwood avait un passé de relations inappropriées avec ses élèves, soigneusement cachées jusqu'à présent. Jack fut interrompu dans ses réflexions par un coup frappé à la porte du bureau. « Entrez », dit-il. Emily jeta un coup d'œil à l'intérieur, ce qui incita Jack à fermer rapidement les fenêtres de son écran. Ses yeux étaient rouges et elle avait l'air fragile. « Papa ? Je peux te parler ?» Le cœur de Jack se serra. L'avait-il négligé dans sa quête obsessionnelle de justice ? « Bien sûr, ma chérie. Viens ici. » Emily se précipita dans la pièce et se pelotonna dans le fauteuil en face de lui, l'air petit et vulnérable. « Maman va-t-elle revenir ?» demanda-t-elle dans un murmure à peine audible. La bouche de Jack se crispe. Comment expliquer cela à une enfant ? Je ne sais pas, Emily. Ta mère et moi, nous avons beaucoup de choses à régler. Elle hocha la tête, reprenant un fil effiloché de son pyjama. Et le docteur Blackwood, il sera mon père maintenant, n'est-ce pas ? La question frappa Jack comme un coup de massue. Il traversa rapidement la pièce, s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. Écoute-moi, Emily. Je suis ton père. Je suis le seul père dont tu auras jamais besoin. Personne, ni le docteur Blackwood, ni personne d'autre, ne changera jamais cela. Est-ce que tu comprends ? Emily acquiesça alors que des larmes coulaient sur ses joues, et Jack la serra fort dans ses bras, sentant ses propres larmes le brûler. Sa détermination se durcit. Il irait jusqu'au bout, pour le bien d'Emily comme pour le sien. Tard dans la nuit, après qu'Emily se soit endormie, Jack se retrouva à fixer son téléphone. Son doigt se posa sur un contact qu'il n'avait pas composé depuis des années, Hawkins, Mike, un vieil ami et un inspecteur de la police. Prenant une profonde inspiration, il appuya sur le bouton d'appel avant de pouvoir changer d'avis. « Jack ? Ça fait un moment, mon pote. Tout va bien ? » Jack expire lentement. « Mike, j'ai besoin de ton aide. Et j'ai besoin d'un ami. » Au cours de l'heure qui suivit, Jack raconta tout, la liaison, la trahison, les preuves qu'il avait rassemblées. Mike l'écoute tranquillement, ne l'interrompant que pour lui poser quelques questions. Lorsque Jack a terminé, il y a eu une longue pause à l'autre bout de la ligne. « Jésus, Jack, » murmure finalement Mike. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt ? » L'orgueil, je suppose, admet Jack. Peut-être un peu de honte. C'est juste que, je voulais m'en occuper moi-même. Eh bien, tu n'es plus seul maintenant, dit Mike avec fermeté. Écoute, tu es en train de monter un dossier solide, mais fais attention. Ce Blackwood a l'air d'avoir des problèmes. Il pourrait être dangereux s'il a autant de contacts que tu le dis. Jack acquiesça, même si Mike ne pouvait pas le voir. Jack hocha la tête, même si Mike ne pouvait pas le voir. C'est pour ça que j'ai appelé. J'ai besoin de conseils, Mike. Des conseils juridiques, oui, mais j'ai aussi besoin de savoir que je ne suis pas fou. Que je fais ce qu'il faut. Tu n'es pas fou, Jack, le rassure Mike. Et de mon point de vue, tu t'en sors aussi bien que n'importe qui d'autre. Mais tu dois te préparer à ce que ça devienne très moche. Es-tu sûr d'être prêt à aller jusqu'au bout ? Le regard de Jack se porta sur le cadre de la photo, et il imagina le visage baigné de larmes d'Emily. Sa mâchoire se fige dans la détermination. Oui. Je dois aller jusqu'au bout. Pour Emily ? D'accord, répond Mike. Alors, faisons les choses correctement. Tu dois faire attention. Alors qu'ils discutaient du plan, Jack sentit un poids s'envoler de ses épaules. Pour la première fois, il n'était pas seul face à cette bataille. La salle de conférence du Hilton est étrangement silencieuse. Jack Reeves est assis à la tête de la longue table, le visage inexpressif. Mike Hawkins est assis à sa droite, un épais dossier devant lui. De l'autre côté de la table, Sarah s'agite, ses yeux allant de Jack à la porte. La tension dans la pièce s'accentua lorsque la porte s'ouvrit et qu'Alan Blackwood entra, son habituel sourire confiant s'effaçant devant la scène qui s'offrait à lui. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Blackwood, son regard se rétrécissant lorsqu'il remarqua Mike. « Qui est-ce ? » « Je vous en prie, asseyez-vous, Alan, » dit Jack, d'une voix étonnamment calme. « Tout sera bientôt clair. » Comme à l'improviste, la porte s'ouvrit à nouveau. Un homme d'une cinquantaine d'années, suivi d'une femme de l'âge de Blackwood et d'un homme à l'œil vif vêtu d'un costume sur mesure, entra dans la pièce. Jack reconnut l'homme le plus âgé, Dean Hartley. « Merci à tous d'être venus, Madame Blackwood, Monsieur Thompson. Veuillez vous asseoir. » Le visage de Madame Blackwood pâlit. « Jack,
Qu'est-ce que cela signifie, bredouilla-t-il. Jacques se pencha en avant, les mains jointes sur la table. Nous sommes ici pour mettre les choses au clair, Alan. N'est-ce pas ce que tu voulais? À ce moment-là, la tête de Sarah se relève, la panique lui fait écarquiller les yeux. Alan, de quoi parle-t-il? Murmura-t-elle. Jacques ne laisse pas à Blackwood le temps de répondre. Laissez-moi vous expliquer, dit-il, sa voix emplissant la pièce. Ma femme, Sarah, a une liaison avec le docteur Blackwood depuis 10 ans. Une liaison qui a commencé lorsque Sarah était son étudiante. Les sourcils du doyen Hartley se soulevèrent et madame Blackwood sursauta. Blackwood bafouille, c'est ridicule. Vous n'avez aucune preuve. Oh, mais j'en ai, rétorque Jacques avec douceur. Il fait un signe de tête à Mike, qui commence à étaler des photos sur la table, des photos de Blackwood et Sarah dans des positions compromettantes. Jacques poursuivit, d'une voix posée, en présentant des citations d'anciens élèves de Blackwood détaillant une histoire de relations inappropriées, ainsi que des reçus d'hôtel, des relevés bancaires et d'autres documents financiers montrant comment Sarah avait détourné des fonds familiaux pour entretenir la liaison. Le visage de Blackwood est devenu d'un blanc fantomatique. Sarah est assise, la tête dans les mains, manifestement en pleurs. Blackwood tente de parler, mais sa voix manque de conviction. C'est la configuration, alors? Jacques s'enquit doucement, puis se tourna vers Dean Hartley. Dean, je pense que vous trouverez ici toutes les données dont vous avez besoin pour mener une enquête éthique exhaustive. Monsieur Thompson peut vous conseiller sur les ramifications juridiques. L'avocat acquiesça, feuilletant déjà sinistrement les documents. Madame Blackwood s'écria, la voix tremblante, Alan, est-ce que c'est exact? Tout cela? Blackwood tenta de répondre, ouvrant la bouche, mais la referma. Margaret, je peux expliquer. Mais Jacques n'a pas fini. Oh, il y a plus, murmura-t-il, les yeux brillants. Voulez-vous bien expliquer à tout le monde comment vous avez détourné des fonds de recherche pour couvrir vos petits rendez-vous? Sarah lève la tête, son visage baigné de larmes devient un masque d'horreur. Jacques, s'il te plaît, supplie-t-elle, laisse tomber. Demande-toi, Sarah, que dois-je faire? Jacques répond, son sang-froid se brisant enfin. Dire la vérité? N'est-ce pas ce que tu aurais dû faire il y a des années? La salle s'enflamme. Blackwood et Sarah commencèrent à s'accuser mutuellement, leur façade polie ayant finalement volé en éclats. Madame Blackwood se met à sangloter ouvertement. Pendant ce temps, Dean Hartley et Monsieur Thompson se concentrent sur les documents, chuchotant avec insistance. Jacques observait en silence la dévastation qu'il avait déclenchée, ne ressentant qu'une profonde lassitude et une lueur d'espoir que ce cauchemar prenne enfin fin. Il ne ressentait aucune satisfaction, aucun triomphe. Mike se pencha vers Jacques alors que les cris s'intensifiaient. « Ça va, mon pote ?» demanda-t-il à voix basse. Jacques acquiesça sans détourner le regard de la scène qui se déroulait devant lui. « Je le serai, répondit-il. Finissons ici. Jacques se leva, sa présence réduisant la pièce au silence. Nous en avons terminé, annonça-t-il, sa voix tranchant la tension comme un couteau. Monsieur Thompson, Dean Hartley, j'espère que vous avez ce dont vous avez besoin. Madame Blackwood, je suis désolé que vous ayez dû apprendre de cette façon. Il fit une pause, rencontrant le regard plein de larmes de sa femme. Sarah, mon avocat vous contactera au sujet du divorce. Sans un mot de plus, il se retourna et quitta la pièce, Mike le suivant de près. Lorsque la porte se referma derrière lui, le chaos reprit, mais pour la première fois depuis des mois, Jacques se sentit apaisé. Le piège s'était refermé. Il ne restait plus qu'à gérer les retombées. L'auditorium de l'université était plein à craquer, la foule murmurante remplissant l'espace d'un bourdonnement silencieux. Un groupe de fonctionnaires à l'air sévère est assis derrière une longue table. Au centre, le docteur Alan Blackwood, qui semble petit et vaincu, est assis. Jacques Reeves se tient tranquillement au fond de la salle. Il n'était pas certain d'assister à cette audition d'éthique, mais il sentait qu'il devait aller jusqu'au bout. La présidente du comité d'éthique, une femme aux cheveux gris acier, a rappelé la salle à l'ordre, mettant en branle le dernier acte de cette sinistre pièce de théâtre. Blackwood, commença-t-elle d'une voix claire et inébranlable, vous êtes accusé de multiples violations de l'éthique, notamment de relations inappropriées avec des étudiants et d'utilisation abusive de fonds universitaires. Que plaidez-vous? Blackwood, dont les épaules autrefois fières s'affaissaient, releva à peine la tête. Je ne peux pas réfuter les allégations, murmure-t-il, la voix à peine audible. Un souffle collectif emplit la salle et Jacques ressentit une sinistre satisfaction. Blackwood était enfin à court de mensonges. Courriel, déclaration de témoins, dossier financier, un défilé dévastateur de preuves s'ensuivit. À chaque révélation, Blackwood semblait reculer un peu plus. La décision du comité a été rapide et décisive.
La titularisation de M. Blackwood est révoquée, sa carrière universitaire est effectivement terminée. Alors que la sécurité le conduisait hors de la salle, ses yeux rencontrèrent brièvement ceux de Jacques. Il n'y avait ni défi, ni colère, juste un regard creux et hanté qui évoquait presque la pitié de Jacques. Presque. Alors que Jacques sortait du bâtiment, son téléphone bourdonna d'un message de Mike, * c'est par ici aussi. Sarah est sortie, * Jacques s'autorisa un léger sourire. L'enquête éthique menée par Sarah au sein de son institut de recherche avait abouti à des conclusions de mauvaise conduite financière et de manquements à l'éthique similaires à ceux de Blackwood. Sa carrière de chercheuse était terminée. Les semaines suivantes ont été marquées par des comparutions au tribunal et des procédures judiciaires. Avec la montagne de preuves que Jacques avait rassemblées, son avocat a présenté un dossier inattaquable pour le divorce. Vaincue, Sarah n'a guère contesté le dossier. L'audience finale est heureusement brève. Lorsque la juge rend sa décision, Jacques sent un poids s'envoler. Le tribunal accorde la demande de divorce, déclara solennellement la juge. De plus, en raison de la mauvaise conduite financière et de l'adultère de Madame Reeves, la garde complète de l'enfant mineur, Emily Reeves, est confiée au docteur Jacques Reeves. De l'autre côté de la salle d'audience, Sarah étouffe un sanglot, mais Jacques ne la regarde pas. Ses pensées étaient entièrement tournées vers Emily et la nouvelle vie qu'ils allaient construire. Lorsqu'il quitte le tribunal, un petit groupe de journalistes l'attend. La nouvelle du scandale avait manifestement fuité. L'un d'eux s'écria, « Docteur Reeves, que pensez-vous de l'issue de cette affaire ?» Jacques marque une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Je suis heureux que justice ait été rendue, » répond-il. « Mais surtout, j'ai hâte d'aller de l'avant et de me concentrer sur ce qui compte vraiment. » Un autre journaliste s'avance. « La rumeur dit que l'hôpital veut que vous fassiez partie de son comité d'éthique. » Un commentaire ? Jacques a cligné des yeux de surprise. C'était une nouvelle pour lui, mais en y réfléchissant, un sourire s'est lentement dessiné sur son visage. « Si c'est vrai, dit-il, j'en serais honoré. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, je pense qu'il est plus important que jamais de faire respecter l'éthique dans nos institutions. » Sur ce, il se tourne et quitte les journalistes, impatient de reprendre le cours de sa vie. Une heure plus tard, Jacques se tenait dans l'allée d'une petite maison de banlieue, la petite main d'Émilie dans la sienne. Un panneau, vendu, se balançait doucement dans la brise. « Alors, demanda-t-il en regardant sa fille, qu'en penses-tu ? Ce sera notre nouvelle maison. » Émilie lève les yeux vers lui, un sourire timide sur le visage. « C'est bien, dit-elle doucement. Mais, ce sera différent. Pas avec maman. » Jacques s'est agenouillé à sa hauteur et a croisé son regard. « Ce sera différent, reconnaît-il. Mais différent ne veut pas dire mauvais. Ce sera * notre * maison. Juste toi et moi. Et je te promets, Émilie, que je serai toujours là pour toi. Toujours. » Le sourire d'Émilie s'est renforcé. « Je sais, papa, dit-elle. » Puis elle a passé ses bras autour de son cou et l'a serré fort. « Tu es le seul père dont j'ai besoin. » Sentant les larmes lui monter aux yeux, Jacques la serra tout aussi fort dans ses bras. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait être une éternité, il se permit d'espérer une guérison. Lorsqu'ils se séparèrent, Jacques ébouriffa les cheveux d'Émilie. « Viens, dit-il en sortant un trousseau de clés de sa poche. Allons voir ta nouvelle chambre. » Main dans la main, le père et la fille se dirigent vers leur nouvelle maison. Le soleil se couchait derrière eux, peignant le ciel de brillantes nuances d'orange et de rose. Jacques pensait que c'était une fin appropriée pour ce chapitre de leur vie. En ouvrant la porte de leur nouvelle maison, Jacques Reeves se sent enfin prêt à commencer à écrire le suivant.